Et bonjour à tous, bonjour le live, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce grand débat, des Ninjaguers, restons modestes. Je suis en compagnie de Ernak le Sage, bonjour Ernak le Sage, bonjour, avec Clemsy. Bonjour. Et Benjamin le Ninja. Bonjour. Dans ce direct, nous aborderons le sujet de Ninjago, le soulèvement des dragons, du moins la partie 1, nous rebondirons sur les 10 épisodes qui ont été déjà diffusés que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ou même sur Oku, France TV et d'autres chaînes. Et nous pourrons en discuter tout au long de ce direct. Alors, première chose, est-ce que tout le monde va bien ici ? Ça va. Très bien. Ça va. Très bien. Alors, je vais lancer le diaporama que j'ai préparé pour le live. Voilà. Et donc, ceux qui suivent ce live pourront regarder en temps réel les sujets qui seront abordés à partir de ces diapositives. Alors pour lancer le diaporama, la touche c'est moins. Voilà. Donc normalement vous voyez le diaporama en temps réel. Super, ça marche super bien. Et nous pourrons discuter. Alors, première chose, qu'avez-vous pensé en globalité de cette première partie de saison 1, rappelons-le, de Ninjago, le soulèvement des dragons. Benjamin Ninja. J'ai vu les épisodes. Après, ce que j'en ai pensé, c'est pas trop mal, même si le retour des épisodes de 22 minutes, ça fait du bien. Je vais pas vous mentir. Parce que là, les épisodes de 10 minutes, c'est pas que j'en avais marre, mais un peu. Compréhensible. Là, les épisodes de 22 minutes, ça fait plaisir, mais voilà, après, c'est pas non plus le grand Ninjago qu'on a connu avant. Voilà, on va pas se le cacher, hein. D'accord. On va pas se mentir, le grand Ninjago qu'on a connu avant est disparu. Après, je trouve que ça laisse plusieurs portes, cette idée de fusion, à voir comment ils vont gérer ça à l'avenir. Oui. Sinon, au niveau des 10 premiers épisodes, ça va, quoi. Un pouvoir élémentaire en rapport avec la technologie, c'est original, on va pas se mentir, c'est original. Après, à voir comment ils vont gérer ça aussi. Ernak le Sage. J'ai plutôt bien aimé en globalité. Je sais que c'est le but d'une première partie sans la deuxième partie, mais il nous manque encore beaucoup de réponses, d'explications. À part ça, oui, tu disais, Benjamin, que le grand Ninjago, comme tu l'appelais, est fini. Je pense qu'ils peuvent quand même faire de belles choses sur Dragon's Rising. Après, à voir la suite. D'accord. Clemsy. Alors, j'ai bien aimé la première partie. Par contre, avec l'expérience de Crystallized, où j'ai bien aimé la première partie et pas la deuxième, j'évite de me faire un avis trop tôt. Très bien. Écoutez, si je me dis ah oui c'est super, alors et que la deuxième partie je vais pas du tout aimer, je vais être super déçu. Oui, je comprends bien. Alors là, je parle bien de la première partie que nous connaissons, évidemment. Je souhaiterais quand même rebondir sur cet esprit de l'ancien Ninjago qui serait terminé. Alors dans ce cas, si l'ancien Ninjago s'est terminé, il s'est terminé depuis bien avant le soulèvement des dragons, avec la saison 10, soyons honnêtes, même pour certains avant. Mais voilà, je souhaiterais quand même rebondir sur ce sujet parce que c'est quand même intéressant de se dire, est-ce que le grand Ninjago se limite à ce qu'il était autrefois, ou est-ce qu'il se limite à sa qualité, c'est-à-dire sur le temps long, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une grande histoire qui est racontée et que derrière tout ce qui peut suivre n'est pas à la hauteur. Voyez, moi je pense que le soulèvement des dragons est une nouvelle série qui se détache de la précédente, faut le dire, qui apporte peut-être un nouveau regard, mais un regard qui s'appuie sur ce qui s'est fait précédemment avec la série des maîtres du Spinjitzu. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être clair. Pour moi, ça talonne cette qualité et parfois même ça l'égalise.
Voilà, mon avis. Et pour le reste, je pense que Ninjago le Soulèvement des Dragons a un grand avenir en ce qui concerne sa narration, sa qualité, son animation, ses personnages, ses lieux. Je pense que c'est un bon arc de fraîcheur qui est lancé pour relancer Ninjago. Voilà mon avis là-dessus. Bon, maintenant que nous avons discuté de cela, si vous souhaitez rebondir sur ce que quelqu'un a dit. Moi, j'aimerais bien parler. En fait, c'est clair que Fire Order, je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit, ça apporte un petit bain de fraîcheur parce que depuis la saison 11, on tournait franchement en rond, on va pas se mentir, c'était vraiment Osef, pas ouf, on attendait tous le retour des moments, résultat, on l'a eu dans un épisode de 3 minutes. Oui, je comprends. Alors, grosse déception par rapport à ça d'ailleurs. Grosse déception peut-être, toujours est-il que c'était pas le but de la saison 7. Enfin, si le but de la saison 7 était d'aboutir à une autre saison pour expliquer ce qui se serait passé. Bon, le film est intervenu et a amené la saison 8, on peut discuter de ça une autre fois si vous voulez. Mais voilà, après le but de ce short qui est sorti des années après n'était pas de relancer la hype, peut-on dire, des Mains du Temps, mais bien d'achever ce mythe des Mains du Temps qui aurait voyagé dans le temps et qui serait revenu plus tard dans une autre saison. Voilà, je ne pense pas qu'il faut jeter l'anathème sur les saisons qui sont venues après la saison 7. Voilà mon avis. Quelqu'un souhaite rebondir sur autre chose ? Non ? Très bien. Nous pouvons passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire au contenu de Ninjago Dragon's Rising, saison 1, partie 1. Alors déjà le premier épisode, si on peut avoir l'intitulé du premier épisode, une petite seconde. La fusion partie 1. Ah oui, il me semble. Bien vu, la fusion partie 1, tout à fait. Alors d'abord, petit résumé de ce premier épisode. Donc on voit les ninjas qui sont en pleine fusion, qui sont en train d'essayer de sauver tout le monde, et puis à la fin on voit Arin aussi, même au début qu'on voit Arin, qui a évolué au fil du temps après cette fusion, après cette recomposition du monde, de l'espace, et qui essaie de s'adapter avec son amie Sora, fraîchement découverte, et ils essaient de récupérer des objets dans la casse, voilà, pour faire une tarte, etc. Bon, ou surtout pour faire leur moteur leur engin de course, et voilà. Donc moi je trouve déjà que c'est un commencement assez peut-être pas novateur, ça me rappelle un petit peu Star Wars le réveil de la force avec Rey qui est un petit peu dans la casse en train de chercher des objets. Donc moi je pense que ça fait vraiment une nouvelle génération dans la mesure où on part d'un personnage un peu comme Kai dans le pilote, qui part de rien mais qui est dans son temps, qui avance avec son temps, puisque là on a changé de cadre, on était dans un cadre plus contemporain et là on est dans un cadre plus moderne avec Dragon's Rising. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Alors déjà peut-être si on peut rebondir sur cette première scène par rapport aux ninjas qui sauvent tout le monde, c'est quand même assez incroyable, sachant que c'est un événement qui jamais n'était aussi important, parce qu'on avait certes des tsunamis, des fusions entre les mondes, avec peut-être Overlord des fois, parfois, qui cristallisait l'espace, mais on n'a jamais eu un cataclysme aussi important. Surtout que là, c'était pas à l'époque des ninjas, quoi. Là, surtout que là, c'était tous les royaumes qui étaient impliqués, pas que Ninjago, c'était tous les royaumes, les 16 en même temps, qui étaient impliqués en même temps, pas juste à la fois en même temps, tu vois. Donc c'est vraiment un gros cataclysme, tu vois. On n'avait plus vu une telle menace depuis les Oni, tu vois, qui concernait tous les royaumes en même temps. Effectivement, oui. Parce que même les Oni ont été concernés, je pense, si tant est qu'ils aient survécu à la tornade de création, ce qui est fort probable. Je pense qu'eux-mêmes étaient sous le choc lorsque cela était arrivé. Même le royaume des disparus en a pu subir les conséquences, puisque Doc White a bien précisé que tous les royaumes étaient atteints par cette fusion. Et tous les royaumes, ça veut dire tous les royaumes, tu vois, donc ça ouvre des portes inimaginables, encore une fois. Tous les royaumes, effectivement, ce qui a montré la fusion, d'une part, ce qui est quand même quelque chose de très remarquable. Et peut-être même, je vais peut-être partir un peu là, mais peut-être même ça concerne des royaumes, tu vois, autres que les 16 royaumes, peut-être ça concerne encore plus de royaumes. Alors là, on est dans l'hypothèse qu'il y a autre chose que les 16 royaumes. Ce n'est pas forcément acquis du point de vue
de la série, tout simplement. Donc je ne pense pas que ce soit le cas, mais peut-être que c'est une possibilité qui est à prendre en considération. Bon, enfin bref, ça c'était pour cette séquence qui est très intéressante, qui montre à quel point les ninjas sont impuissants et qui finalement se réveillent plus tard. Bon, on en discutera plus tard. En tout cas, ils vont faire leur course, Arin et Sora. Ils croisent le chemin de leur cher ami la grenouille. Je ne sais plus si on a son nom. Quelqu'un a le nom de la grenouille? Monsieur Froiki, un truc comme ça. Ouais, je crois, un truc comme ça, c'est vrai. Enfin bref, ils essaient de marchander avec lui pour participer. Il lui donne une tarte, il est content, donc il participe. Voilà. On croise d'autres personnages comme ah mince, pardon, j'ai activé un truc qu'il fallait pas. Excusez-moi le live. Hein. Donc voilà. Donc je trouve que ça reste intéressant. On voit un squelette de Ninjago Corps. On voit aussi Lobo. Donc ça montre qu'il y a une variété, une diversité dans les choix de personnages. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûr que la fusion a amené plein de possibilités de personnages avec, je sais plus, allez, je vais dire un chiffre au pif, 5 ou 6 royaumes encore inconnus. Ah, c'est ça. Hein. C'est fort possible. Dont peut-être Lobo viendrait, qui sait. Ouais, quand Possible, c'est pas oui. d'où ils peuvent venir, même ces squelettes, on n'est même pas sûr qu'ils viennent du royaume des ténèbres. Mais effectivement, je crois que si ça a été dit, mais il y a plein de personnages comme ça qui sont assez variés. Qu'on rencontrera sans doute dans la deuxième partie. Bonjour. Qu'on rencontrera sans doute dans la deuxième partie, qui auront tout intérêt à montrer les royaumes d'où ils viennent. Je ne sais pas. Enfin bref. Il semble que ça a été dit, enfin je sais plus quand et par qui, je vais dire Doc Wyatt, mais je suis pas sûr, c'est peut-être le deuxième dont j'ai oublié le nom, qui a dit que normalement Dragon's Rising nous ferait visiter tous les royaumes, au moins tous les royaumes encore inconnus. Ce serait intéressant, mais peut-être pas dans la saison 1 dans l'absolu, hein, je ne sais pas. Mais Non, dans la série entière. Dans la série entière, oui. À voir avec évidemment le nombre d'épisodes. Bon, le temps d'épisodes, c'est très bien, 22 minutes. Hein. J'espère qu'ils le garderont jusqu'à la fin de la série, ce qui devrait être le cas, puisque quand Ninjago fait une série, il respecte toujours ce format jusqu'à la fin de la série. Donc voilà. Attention aux échos, s'il vous plaît, merci. Donc voilà. Donc ensuite, on fait la rencontre du personnage. Bon, désolé Clément, mais je vais devoir te couper parce qu'on entend un écho. Voilà. Donc encore une fois, on retrouve d'autres personnages comme la rivale de Sora, dont je n'ai plus le nom malheureusement. Comment s'appelle-t-elle? Enfin, cette rivale je l'ai plus non plus. très arrogante. C'était numéro 7, mais je suis vraiment pas Non, sûr. c'est pas numéro. Non, Enfin, non, c'est pas confirmé. On peut penser que c'est numéro 7, mais c'est pas confirmé, donc on va peut-être dire que c'est numéro 7. En tout cas, c'est un personnage. Je vais peut-être aller dans le wiki pour retrouver les noms des personnages. Donc Ninjago, Dragon's Rising Character. Je vais essayer de trouver ça. Mais enfin, ce personnage arrogant qui accompagnait des rats de Premier Empire essaie de faire la course aussi pour gagner le prix. Et, donc mettre sa raclée à Sora et à Arin. Évidemment, ça ne se passera pas comme elle le voudra. Maintenant, elle a triché. Effectivement, oui, en sabotant. D'ailleurs, l'histoire de sabotage, ça fait un parallèle avec ce qu'on a pu voir dans la saison 2 avec les garçons de la mauvaise école hein, de Darkley qui sabotent le véhicule des ninjas pour les empêcher de concourir. Là, c'était plus une question de chance parce que ça n'affectait que le super pouvoir du véhicule. Ouais. C'est vrai que j'ai revu l'épisode récemment de la course Ninja Ball et effectivement j'ai refait le parallèle, ça m'a refait penser à Dragon's Rising. Oui, aussi. Alors peut-être même qu'il y a encore d'autres parallèles hein, mais qu'on a oublié. Mais voilà, c'est pas nouveau, mais ça reste toujours marrant à voir de voir des personnages se saboter entre le véhicule. Donc ensuite on fera la rencontre d'autres personnages tels que Lord Ras, Crux. Non pas Crux, mon dieu, Rapton. Là je suis en train de... Parce qu'on a parlé de Crux et Rapton en même temps. C'est Rapton, tout à fait, qui parle un petit peu de leur dragon Ryu, qui ne s'appelle pas encore Ryu à ce moment-là. Mais on les voit et puis Ryu s'en va. Voilà, il décide de partir parce qu'il peut partir. Voilà. Donc il sort et à un moment, voilà, on le voit en train de traverser une maison
essayer de sortir de ce pétrin. Et finalement, il fera la rencontre ensuite de Arin et de Sora, quand ceux-ci décideront de ne pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée et d'aller aider ce dragon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc ça c'est pour cette scène-ci. Donc ensuite on a un moment Sora qui est dans le pétrin elle tombe avec son véhicule avec Arin et Ryu, sauf qu'à ce moment-là elle ne savait pas qu'elle avait des pouvoirs élémentaires, un pouvoir élémentaire qui est celui de la technologie. Nouveau pouvoir élémentaire, très intéressant, au même titre que le fait que Arin puisse faire le Spinjitzu, une forme aliénée altérée du Spinjitzu. Qu'en pensez-vous de ces pouvoirs ? Aux 2 personnages? Oui, même aux 3 personnages, celui de Ryu qui est de pouvoir accorder ce pouvoir. Bah, moi, je trouve intéressant qu'il met en avant plus les dragons. Parce que c'était plutôt là, en tant que secondaire, là, ils ont plus une importance avec ce petit booster. Moi, je suis toujours contente de voir de nouveaux maîtres élémentaires qu'on connaît pas. Oui. Et pour Arin, comme on sait pas beaucoup de choses encore sur ce Spinjitzu, c'est intéressant à voir, mais on sait pas plus. Voilà. Effectivement. Peut-être qu'on en saura plus dans la seconde partie. Bon, rien n'est acquis, mais l'histoire continue. Enfin. On devrait en savoir plus, puisque dans la deuxième partie, il devrait avoir sa tenue. Oui, c'est vrai. Bon, ça va te donner une on se explication. projette un peu plus loin, mais effectivement. Sinon, après, on a également fait la rencontre de Lordras, qui est du coup le personnage en second, après l'impératrice, qui va à la chasse aux dragons, souvent, et qui là fait la rencontre de Arin et Sora et Ryu, qui évidemment, avec son marteau ultra puissant, arrive à mettre sa raclée à Sora et à Arin, puis il essaie de tirer avec son blaster sur Ryu. Moi, je trouve son entrée très marquante, très intéressante. Déjà, son personnage en lui-même, de voir une sorte de tigre bondir comme ça dans l'univers de Ninjago, chose assez peu banale, avec un marteau et voilà, qui s'impose même face à Rapton. Je trouve que c'est un personnage assez intéressant qui mérite d'être suivi au moins pour les saisons à venir. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de lui. Après, c'est un méchant original. Bon, ça, on s'attendait tous à ce que ce soit lui le méchant principal, mais c'est le secondaire. Après, à voir ce qu'il fera dans la deuxième partie. Ça se tombe, il a un autre but. Alors justement, moi je ne pensais pas que c'était lui le personnage, l'antagoniste principal. Dans un sens, c'est l'antagoniste principal vu que c'est celui qu'on voit le plus avec Rapton, mais bon, lui est beaucoup plus en haut hiérarchiquement. Donc dans un sens, c'est l'antagoniste principal, du moins jusqu'à ce que Béatrix décide de prendre les commandes au dernier moment. Et voilà. Donc moi je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup d'intérêt à rester, et je l'espère qu'on le verra plus tard. Aussi on rencontre plus tard Maître Lloyd lorsque Arin et Sora se font capturer avec Ryu, et il décide de les sauver. Et d'ailleurs c'est très bien parce qu'en fait on verra dans l'épisode suivant que Lloyd aura vu Arin faire du Spinjitzu, ce qui l'aura mené à faire sa rencontre. Que pensez-vous de l'entrée de Lloyd par ailleurs ? L'entrée de Lloyd, elle était quand même bien calée quand même. On va pas se mentir, c'est quand même une entrée, on va dire un minimum badass qui était, je pense, bien calée après que on a vu que Arin maîtriser, on va dire, une forme imparfaite du Spinjitzu, mais ce qui reste du Spinjitzu quand même. Donc voilà, l'entrée était bien calée, tu vois. Et surtout que ce soit Lloyd, Maître Lloyd, enfin qu'on utilise depuis la saison 2. Effectivement. Enfin, peut-être pas depuis la saison 2, mais surtout dans la saison 5 quand même. Ouais. Saison 5, surtout même saison 7, parce qu'à la fin de la saison 7... à partir de la saison 7. À la fin de la saison 7, ils nous disent clairement Maître Lloyd, mais le fait est que Maître Lloyd, juste pour un épisode. Donc malheureusement, ça n'a jamais abouti. Là, Dragon's Rising essaie de remettre les wagons comme ils étaient, en ressortant ce ton-là et cette appellation de Maître Lloyd. Bon, moi je trouve que ce sera un bon personnage pour la suite.
Ensuite, on passe évidemment au deuxième épisode, donc la deuxième partie de la fusion, comme s'intitule ce dernier. Lloyd fait sortir évidemment Arin et Sora de ce pétrin, et fait la rencontre de Rapton, qui met une petite raclée. Évidemment, voilà, Arin va essayer de secourir Ryu. Et puis ces derniers s'en iront quand ils auront fait exploser les engins des griffes d'Imperium après avoir bidouillé leurs armes avec le pouvoir de Sora. Déjà, moi je trouve que l'entrée en matière de ce pouvoir élémentaire est assez intéressante dans la mesure où on voit clairement que ce n'est pas maîtrisé d'avance, pas comme les ninjas dans le pilote, qui dès lors qu'ils avaient acquis le Spinjitzu pouvaient le maîtriser de façon quasi parfaite. Vous voyez ? Ça m'a rappelé un peu Lloyd dans la saison 2, mais voilà. Je trouve que l'amateurisme, oui justement on reviendra aussi sur le cas de Lloyd, mais je trouve que l'amateurisme est bien géré dans cette saison, dans la mesure où on ne donne pas directement la maîtrise suprême des pouvoirs élémentaires ou du pouvoir du Spinjitzu comme avec Arin. Ensuite on retrouve notre bon vieux monastère, bien fleuri depuis la dernière fois. Je trouve qu'il a un super look, comme ça change, ça montre que l'espace a bien vieilli depuis. Mais il y a aussi une opposition par rapport au pilote, puisque à l'époque, il faut montrer qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de plantes, là tout a évolué. Est-ce que la fusion a aussi un impact environnemental plus naturel, plus Je pense que ça a un impact végétal? surtout, Ouais. Vision. C'est une vision assez alternative, peut-être même parallèle. J'avais théorisé le fait que ça pouvait être un monde parallèle dans lequel les ninjas voyageraient, qui serait un peu alternatif. J'ai fait la même. Et bon, finalement, c'est pas le cas, mais c'est un peu tout comme, finalement, avec ces mondes qui se rejoignent et qui sont différents les uns des autres. Après, le fait que le monastère ait été abandonné des saisons, depuis la saison 1, enfin la saison 1 à la 10, a dû jouer aussi sur le fait que l'environnement n'a pas été entretenu, donc l'herbe a pu repousser, les arbres aussi. Bah, c'est pas logique ce que tu dis parce qu'après ils rabitent tous qui est ninja, donc ils ont pu retenir monastère. Ils ont peut-être eu la flemme de jardiner. Oui, mais après, encore une fois, je pense que ça n'a rien à voir avec cela, dans la mesure où sur le monastère, il n'y avait pas de terre, c'était que de la roche en elle-même. On voyait clairement qu'il n'y avait pas de quoi mettre des fleurs, des arbres, et même un chemin à côté, ou alors le chemin était rempli de pierre. Dans la saison 10, on le voit très clairement lorsqu'ils se battent contre les Oni, mais je pense vraiment que cette fusion a eu un impact sur les changements naturels. Je pense que ça a possible aussi. évolué grâce à cela. Au-delà des changements avec les pouvoirs alimentaires et le Spinjitzu et d'autres choses, évidemment. L'arbre violet, c'est peut-être un arbre d'un autre royaume. Hein. Et je dis ça sans rigoler. Ça vient du royaume de non-retour ou d'un autre royaume. Hein. Enfin. Suite Ryu, voilà, je trouve des parchemins. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Parchemin. Pour retourner dans son nid. Ah oui, voilà, exactement, c'est pour ça. C'est parce qu'il trouve un parchemin qui parle des dragons sources également. Et d'ailleurs, il pense que le dragon qu'il voit sur la feuille est un dragon source. Ils n'en parlent pas à ce moment-là des dragons sources, simplement pour ramener Ryu chez lui. Je crois qu'il mentionne les dragons sources, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que c'est justement pour expliquer ces changements soudains, à vérifier. Voilà, mais enfin bon. Donc ensuite, Lloyd et Arin se préparent au voyage pour aller justement voir la famille de Ryu. Et Lloyd lui raconte un petit peu ce qui s'est passé lorsque la fusion a eu lieu. On remarque que Lloyd a d'abord parlé à Maître Wu avant de sortir, de remarquer ce qu'il se passait et d'aller essayer de sauver les gens avec ses copains. Voilà. Moi je trouve que c'était une bonne scène pour expliquer un petit peu ce qu'il se passait pendant que Arin vivait ce qu'il a vécu et ce qui montrait la réaction des ninjas. D'ailleurs, quand Lloyd parle de ce moment-là, pour moi, j'avais la sensation que ça a duré des semaines et non des années par rapport à Sora et Arin. Effectivement. Ouais. Et pourtant, le monde a changé. Mais je pense qu'il y a eu une sorte d'arrêt dans le temps, pas au sens propre, mais dans la mesure où les personnages ont arrêté d'évoluer. Et c'est à partir de là qu'on a vu que le temps commençait à changer à partir du moment où Arin et Sora ont fait la rencontre de Ryu, qui s'est fait capturer par les chasseurs auparavant.
chasseur que je trouve assez stylé. Changement temporel, c'est pas impossible quand on sait que dans certains royaumes, et je ne parle pas du royaume de non-retour évidemment, Oui. le temps ne passe pas à la même vitesse ou de la même façon qu'à Ninjago. Le croisement des temporalités a peut-être changé certaines choses à Ninjago. Alors, je n'ai plus vraiment de... Ah oui, effectivement. Oui, il y a peut-être des royaumes qu'on ne connaît pas, à juste titre. Oui. Dont ceux dans lesquels était dispersé l'équipage du royaume du vaisseau de la malédiction, tout à fait. Oui, c'est une idée. Encore une fois, après, ça reste à démontrer. Je ne sais pas si cette application, cette notion de temporalité sera appliquée dans cette série. On verra bien. Moi, je pense que l'espace-temps en lui-même est un sujet très intéressant dans Ninjago, qui était abordé de façon assez diverse, que ce soit dans la saison 2, la saison 7, même ailleurs. Hein. Donc je pense que ça peut être intéressant de l'aborder dans cette série, mais peut-être pas d'en faire trop, évidemment. Enfin bref, ils arrivent sur les terres de la matriarche, qui est un petit peu la gérante de ces terres, dans lesquelles se trouve la famille de Ryu, du moins ce qui s'apparente à être sa famille. Et on voit d'ailleurs qu'après, ils se font poursuivre par les griffes d'Imperium, que Lloyd implore l'aide de la matriarche pour lui donner des pouvoirs, comme Ryu a donné des pouvoirs à Sora, enfin du moins a donné ce qu'il pense amplifier des pouvoirs. Et on voit d'ailleurs cette forme très spéciale de Lloyd en train de faire une sorte de spinjitzu géant, qui pourrait presque s'apparenter à une tornade de création, ou même au spinjitzu burst de Cole. Voilà, en train de foncer sur tout ce qu'il voit par rapport à ses ennemis. Alors, que pensez-vous de cette forme assez singulière de Lloyd ? Ouais, comme tu as dit, pour moi, ça m'a fait penser à Cole durant son combat contre Vangelis, oui. Ouais, voilà, donc... Non, mais très classe. Très classe. La figurine qui apparaît aussi dans ce qui ressemble à sa figurine, ce qui essaie d'itérer cette forme, c'est le set du Spinjitzu de cette vague 2023. Et bon, pour moi, ça ne ressemble pas beaucoup à ça, surtout par rapport au visage. Mais bon, c'est une tentative de représentation qu'on peut estimer. D'accord. Ensuite, par rapport à ça, bon, les ninjas, le maître et ses élèves arrivent à se débarrasser des griffes d'Imperium. La matriarche les remercie, Ryu décide de rester avec cette équipe, et Lord Ras observe cette situation avec beaucoup de recul, en allant dire à Béatrix que son plan, l'appel de son plan se déroule comme prévu. Voilà. Du moins, il est au rapport. Et à la fin, on retrouve Béatrix en train d'aller voir le dragon source, qu'on connaîtra, qu'on verra plus en détail par la suite de la saison. Donc, que pensez-vous de cette séquence ? J'avais jamais fait gaffe à ça. Ouais, moi aussi. Surtout, tu sais, la grosse griffe, j'avais pas fait attention au départ. Ah, vous n'aviez toujours pas compris que le dragon que nous voyons dans la grosse sphère jaune qu'on retrouvera plus tard était ce dragon-là. C'est ce même dragon. Bah, Ouais, c'est plus. Surtout que j'avais pas fait gaffe, j'ai pas percuté quoi. Ah. Ouais. Au premier visionnage, non. C'est sûr, puisque le premier visionnage, à part à la fin, dans l'épisode 9 quand même, ou 8 ou 10 ou je ne sais plus, je crois que c'est 10. L'épisode 10, on voit quand même c'est une sphère jaune, ça ressemble énormément à ce que c'était dans l'épisode 2 avec la fin, et la griffe surtout. Donc moi je pense que c'était, j'ai directement pensé, fait le lien entre ce dragon et celui qu'on voyait dans l'épisode 2 qui était finalement le même. Enfin. Dans tous les cas, c'est la scène finale qui en dit beaucoup sur la puissance que peut contenir Imperium. On ne connaît toujours pas son nom d'Imperium à ce moment-là. Du moins, on ne sait pas trop ce que c'est, ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, nous avons le Carnaval de la Jonction, qui est le 3e épisode de cette saison, même de cette série pour le moment. Et donc, on voit bien que les Arin et Sora n'ont pas toujours la même motivation quand il s'agit de s'entraîner. Toujours est-il que Arin, lui, souhaite vraiment suivre les pas de son héros, qui est Lloyd, hein, rappelons-le, donc il s'entraîne, pendant que Sora est encore fatigué. Dans le même temps, nous voyons Maître Lloyd en train d'activer le territoire d'entraînement, le parcours d'entraînement des ninjas, qui a beaucoup changé depuis depuis Cristallisé en tout cas.
je pense, même avant, je ne sais pas s'ils ont fait les rénovations avant cristallisé, mais en tout cas on voit clairement que ça s'inscrit dans le nouveau design de Ninjago Dragon's Rising qui est beaucoup plus carré, un peu moins déformé on va dire. Voilà l'impression que ça donne en tout cas. Et on voit que d'ailleurs les effets de lumière sont très jolis dans cette séquence. Je pense même qu'on n'a jamais eu aussi beau qu'avant. Voilà. D'ailleurs, je m'arrête un petit peu sur la forme de l'entraînement. Quand vous voyez un petit peu le parterre, le sol, vous voyez que ça fait la forme d'un dragon, même de 2 dragons, d'un seul dragon, je ne sais plus. Je crois que 2 dragons, 2 têtes de dragon, et ces têtes de dragon sont exactement les mêmes que celles qu'on voyait avec les premiers dragons du pilote. Exact. Donc il y a un rappel de ce point de vue-là. Enfin. Dans tous les cas, Arin est convaincu par Sora d'aller dans le carnaval de la jonction. On fait la rencontre, la retrouvaille de beaucoup de personnages, que ce soit des Buns, des Hypnobrailles, des Merlopiens, j'en passe évidemment. Donc c'est très intéressant de voir un petit peu comment Ninjago, ou du moins la frontière entre Ninjago et le reste du monde a évolué. Ah oui, parce que c'est pas Ninjago City qu'on voit, c'est bien la frontière entre Imperium et Ninjago. Mais on voit Voilà. Ninjago City au loin, non? On voit Ninjago City au loin tout de même, donc c'est pas très loin en tout cas. Ce qu'on appelle Non, la ça se voit jonction, sur la frontière. Voilà. On a On est également. plus loin d'Imperium la ville que de Ninjago City. Oui, mais ça reste un rang. Bref, Dorama, donc, qui est le nouveau personnage de cette série, et qui intervient aussi dans la série, donc dans la suite. Ensuite, nous avons donc encore une fois un concours de tartes, vu que ça fait partie du carnaval de la Jonction, et enfin du festival de la Jonction. Et en tout cas, voilà, donc nous avons la grenouille qui revient en scène, qui aime beaucoup les tartes, qui fait concourir plusieurs participants pour savoir qui fait la meilleure tarte du festival de la Jonction. Donc voilà, c'est très intéressant. Arin est très c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Arin est intervenu dans ce festival, dans ce carnaval, et il participe avec d'autres personnages, dont ce sorte de mollusque escargot, je pense, qui intervient aussi dans la série, qui n'intervient que dans cet épisode, mais qui a peut-être son importance pour la suite. Enfin, nous verrons évidemment ce qu'il en sera pour la suite. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la grenouille, pas de la grenouille, de cet escargot? Quel extérieur déjà, je vois pas trop. Celui qui concourt avec Arin pour faire la meilleure tarte du festival. J'ai plus Ah bah, souvenir. Vous savez, celui qui est arrogant, ouais, je vois c'est qui. avec son chapeau de chef. Vous pensez qu'il vient d'où, lui? Quel royaume? Sûrement un autre royaume, peut-être qu'on Mhm. connaît pas, sûrement à voir dans les prochains épisodes. Ouais, effectivement. On verra bien. Juste pour faire, on pourrait insulter certaines personnes. Voilà. Donc nous retrouvons également le personnage de la rivale de Sora dans la course. Je ne sais plus son nom, ça m'énerve. Mais elle revient et cette fois, elle met en otage, prend en otage l'argent qu'a gagné Lobo suite à sa victoire de la course, vu que dans le premier épisode, on voit Lobo gagner la course de la jonction, et elle demande à Arin et à Sora d'aller sauver son bras droit. Donc ils essaient d'enquêter pour aller essayer de sauver Lobo, et ils trouvent un chemin secret, donc ils mènent vers un endroit. Entre temps, nous avons Maître Lloyd qui retrouve des tableaux, des cadres de ses anciens coéquipiers ninja, donc de Jay, Zane, Cole, et ainsi de suite. Scène très émouvante selon moi, puisqu'elle montre à quel point les choses ont beaucoup changé, et que même les personnes qui rentrent dans cette tente, qu'elles soient très jeunes, reconnaissent, ont de l'estime pour ces personnages. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous inspire cette scène à vous? Ça me paraît étrange qu'ils n'ont Émouvant. pas reconnu Lloyd. Ouais, bon. Oui, peut-être. Après, je pense que... Bon, après, nous sommes à la place de Lego. Personnages Lego. Si les personnages Lego vieillissent,
Alors peut-être que ça se remarque, notamment avec Maître Wu et Garmadon, sans doute. Mais s'il y a de légers changements, comme Lloyd qui a un peu de barbe, enfin bon, quasiment rien, qui change de tenue, qui se pointe après des années, ou du moins un an, hein, après la fusion, qui débarque comme ça, et qu'à côté on met un cadre de Lloyd, tu peux être hésitant vis-à-vis de sa ressemblance avec le personnage. Je ne sais pas. Oui. Après, il y a aussi le fait que Lloyd discutait donc avec des enfants qui semblaient assez jeunes, qui étaient peut-être aussi un peu trop jeunes pour se souvenir de la fusion. Enfin, un peu trop jeunes quand la fusion a eu lieu. Oui. Effectivement. Après, peut-être que, encore une fois, il peut hypothétiser. Ils n'ont pas reconnu Lloyd parce qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. On peut aussi hypothétiser le fait que les enfants aient connu l'histoire de cette fusion avec leurs parents, ou leurs aînés du moins, et qu'ils auraient quand même beaucoup d'estime pour leur héros, comme on peut en avoir dans la vraie vie, pour des ancêtres. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on peut se poser des questions. D'autres personnes pour rebondir sur ça? Je ne sais pas. J'aimerais bien rebondir, je pense que bah ouais, comme t'as dit, c'était des jeunes enfants qui étaient sûrement nés, mais pas encore très conscients pour se rendre compte de ce qui s'est passé pendant la fusion. Donc voilà, après je pense qu'ils ont pas capté que c'était Lloyd, parce que peut-être que y a une petite différence de tenue et que c'est, comme t'as dit, des jeunes enfants. Donc voilà, ils connaissent l'histoire de la fusion des ninjas parce que sûrement comme t'as dit, des aînés leur en parlé, peut-être des aînés qu'on connaît, va savoir, hein, peut-être des personnages qu'on connaît. Mais voilà, je pense que t'as raison. Et c'était des jeunes enfants encore assez inconscients pour reconnaître l'autre, quoi. Tout à fait. Très bien. Bah écoutez, moi je pense que je suis un peu de cet avis. Mais enfin bon. En tout cas, Arin et Sora font la rencontre d'Odorama, qui a mis en cage le bras droit du personnage, donc je n'ai toujours pas trouvé le nom, manifestement. Je vais essayer de le trouver là. Enfin, en tout cas, ce personnage se bat contre Dorama. Je trouve que le combat est plutôt sympathique. Je parle bien de la première partie avec ce qui s'apparente au parcours d'obstacles du monastère. Et je trouve qu'ils utilisent plutôt bien leur capacité de ninja, de leur entraînement contre ça. Donc évidemment, Lloyd intervient, bat Dorama, et Dorama a bien sûr l'idée d'aller utiliser son pantin géant pour attaquer les ninjas. Moi je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est assez original quand même de voir un personnage manipuler un pantin avec sa magie. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est original, on n'a pas vu ça dans les autres saisons. Oui, je ne crois pas. Enfin, on le voit un peu avec Tanabrax dans le deuxième tome de Ninjago Frères du Spinjitzu, mais dans la série en elle-même, effectivement, ce n'est vraiment pas le cas. Donc oui, je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Alors, surtout avec une mise en scène qui est quand même assez intéressante, parce qu'il y a des reliefs, il y a des marques sur le bois, il y a de la lumière qui est variée, le décor est sobre. Je trouve que c'est assez intéressant que le cadre montre bien la capacité d'animation et tout simplement de visualisation vis-à-vis de la série. Moi je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Du coup, on va dire que les personnages, tout est bien qui finit bien. Arin a appelé la police vis-à-vis de Dorama, qui est dans sa cage. Pendant ce temps, le personnage arrogant retrouve son bas droit. Voilà, je n'ai toujours pas le nom, ça m'énerve. Je vais essayer de trouver quand même. Juste pour revenir Krill, sur le point voilà. Krill, c'est son nom. Voilà, donc Krill retrouve son bras droit et Lobo est libre avec son argent et tout est bien qui finit bien. Les ninjas terminent la journée en allant rentrer. Voilà. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Ah non, c'est pas la fin, parce qu'à la fin, Lord Rass va au secours de Dorama. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire, juste pour faire le point sur le combat,
on voit que Sora a appris de Lloyd, mais Lloyd aussi a appris de Sora par rapport au robot avec les mécaniques, et elle a appris par rapport au parcours. Tout à fait. Oui, effectivement, quand, par exemple, oui, Lloyd a appris de Sora, comme Sora a appris de Lloyd, finalement. Donc oui, on a aussi ce mélange, ce balancier entre l'élève et le maître, et que le maître peut apprendre de l'élève, comme c'était le cas à l'époque avec Kai et Lloyd, qui se donnaient un peu des leçons entre eux. Donc, c'est assez intéressant de revoir ça ici de façon plus créative. Et on remarque aussi, d'ailleurs, j'ai pas mentionné, que Harry utilise son pouvoir de façon différée, puisque au lieu de s'appliquer à soi-même, à lui-même, pardon, son Spinjitzu, il l'applique à un objet. Donc ça montre un peu l'étendue des pouvoirs du Spinjitzu, chose qu'on ne pouvait pas forcément voir avant la fusion. Je ne sais pas si cela a eu lieu grâce à la fusion, que le Spinjitzu est des modes assez créatifs, on va dire, ou si ça a toujours été le cas et que c'est exploité uniquement à partir de cette saison, indépendamment de la fusion. Je ne sais pas. Enfin bon, ça suscite quand même un intérêt vis-à-vis de ses pouvoirs. Ensuite, nous avons l'épisode 4. On avance. Mais avant, je vais quand même vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 3. Moi, j'ai bien aimé, parce que j'ai rigolé par rapport à l'entraînement, et j'ai bien aimé avec le combat. D'accord. Même quand Lloyd cherche Harry et Sora durant la fête, et qui ont déguisé Ryu avec son tapis de méditation. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est assez marrant, dans la mesure où on n'a pas vraiment vu ça avant dans Ninjago, les gens se déguisaient, mais c'est d'ailleurs un avantage vis-à-vis de cette série, c'est que le fait de construire une série à partir de nouveaux personnages permet la construction d'une évolution différente, et chose qu'on n'a pas forcément pu voir avec les ninjas, vu que c'était toujours les mêmes personnages, et que leur évolution s'est vraiment construite à partir du pilote, de moins de façon picaresque, c'est-à-dire qu'ils n'avaient vraiment pas de quoi céder sans leur maître, sans leur apprentissage avec leur maître. Alors, Dr. Franks me dit, moi je préférais que Harry n'ait pas de pouvoir, car ça pourrait dire qu'on peut être un ninja sans devoir avoir un pouvoir. Alors, je suis d'accord sur ce point, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'appliquer ça au personnage principal. Je m'explique. Si un personnage rejoint l'équipe d'Harry et de Sora qui n'a pas de pouvoir élémentaire, et qui a des compétences très remarquables, un petit peu comme Rock Lee dans Naruto pour ceux qui connaissent, ça montre finalement que oui, effectivement, tout est possible, on peut devenir un ninja sans avoir à connaître le Spinjitzu, sans avoir à avoir de pouvoir élémentaire, sans avoir aucun pouvoir, tout simplement. Alors évidemment, dans l'esprit de l'ego, je pense qu'il y a une logique derrière à vouloir garder ça pour soi. Techniquement, c'est un peu le cas pour Nya au départ. Elle était pas ninja, elle faisait pas split ninja, et pourtant elle combattait auprès d'eux. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement, on a déjà eu ça avec Nya. Il n'avait pas de pouvoir. Enfin, je pense au départ. Après, effectivement, on a eu cette trahison de la part de Garmadon qui nous a montré que finalement Nya avait peut-être des pouvoirs quand il l'a rendu maléfique, d'une part dans la saison 2, et une deuxième trahison lorsque dans la saison 4, il nous dit finalement ta sœur a peut-être un pouvoir. Donc bon, malheureusement, ça n'est pas resté très très longtemps. Mais on a quand même encore ça avec Pixal, même si Pixal est un robot et que les robots ont peut-être des capacités différentes de celles du commun des mortels, mais dans la mesure où c'est un personnage Android, si vous voulez, ça implique aussi d'avoir une autre vision aussi de ce côté-là, d'un personnage qui n'a pas les mêmes codes, les mêmes pouvoirs que les autres, qui ne fait pas le Spinjitzu, qui n'a pas de pouvoir élémentaire, jusqu'au moment où bien sûr Zane lui partage la moitié de son cœur. Mais enfin, ça c'était pour l'épisode 3. Non, l'épisode 4, je crois que c'est dans les ténèbres, ou quelque chose comme ça, au-dessus des ténèbres. Mais enfin bon. Donc, alors je vais devoir vous laisser au moins couper, je vais encore suivre le live, mais pas de souci. Plus en intervenant. À bientôt, c'est pas grave. À bientôt. Merci d'être passé. Donc nous avons cet épisode. Donc là, les ninjas voient le Bounty en train de s'écraser sur le monastère. On ne sait pas. Quand les ninjas sont dans le monastère, ils voient le Bounty arriver sur eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Quand ils paniquent et qu'après il y a le générique qui se lance. Et le Bounty
casse un mur du monastère et puis va atterrir un peu plus loin après que les ninjas aient sauté dessus. Et donc il remarque un petit peu ce qui se passe. Il pensait que quelqu'un était à bord du Bounty, mais en réalité il était mis sur autopilote. Donc ça ils ne le découvriront pas maintenant, mais ils verront qu'une carte a été laissée, une carte qui mène au royaume des ténèbres, de la folie pardon, de la folie. Et dans ce cas précis, ils vont un petit peu dans l'exploration, ils partent à l'exploration de ce royaume précisément pour essayer de savoir ce qu'il s'est passé. Pendant ce temps, Dr Laro, qui est un petit peu la technicienne de cette équipe, l'équipe d'Imperium, fait la rencontre de Lord Raz qui lui demande où en est l'avancée du projet que nous ne connaissons pas encore à ce moment-là, mais dans lequel est impliqué Dorama, qui aurait des compétences pour faire marcher le bidule, l'objet dont nous ne connaissons ni l'origine ni les capacités. Voilà. Et d'ailleurs, c'est les photos. oui, les Photak à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, Lord Raz presse un petit peu Dr Laro en lui suggérant de bien vouloir un petit peu faire avancer les choses un peu plus vite. Mais Laro lui dit oui, mais il faut la personne qui connaît très bien ces Photak pour pouvoir faire avancer la situation qu'on ne connaît pas pour le moment. Donc ensuite, on voit les ninjas arriver dans les terres du royaume de la folie. Ils voient les dragons se battre contre les monstres rochers de ce royaume. Déjà, c'est toujours bien de retrouver des créatures du passé. Ouais. Voilà, donc moi je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du design des dragons et des monstres rochers? En fait, les dragons, c'est des dragons, quoi. Les monstres rochers, ils ont quand même été beaucoup reficelés. Bon, après, les avait pas vus des masses, donc on va pas dire que c'est un drame, mais tu sens que c'est une nouvelle animation. Effectivement. Après, encore une fois, c'est pas censé être représenter les monstres rochers qu'on a vus dans la saison 1, qui étaient beaucoup moins sympathiques, beaucoup plus hostiles, et ainsi de suite. Après, pour ce qui est des dragons en eux-mêmes, moi je trouve que c'est assez intéressant de voir des dragons assez aux allures vraiment préhistoriques, avec des pics derrière eux, des cornes aussi devant. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu dans la saison 9 avec le dragon de la reine, dont je ne connais plus le nom, mais qui effectivement avait un petit peu ces mêmes traits de caractère. C'est pour ça que c'était aussi un dragon de la Terre. Donc ensuite, plus tard, Lloyd et ses amis retrouvent Nia, qui était aux côtés des Kraglings, des monstres rochers, dans la mesure où ils se sont battus aux côtés des dragons, et Nia s'est battue aux côtés des monstres rochers. Le fait est que les monstres rochers sont plutôt innocents dans cette histoire, vu que les dragons, en réalité, c'est eux qui interviennent dans cette histoire pour aller consommer l'énergie des monstres rochers. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce balancier entre les méchants et les gentils. Finalement, c'est les gentils qui sont méchants. Bah oui, parce qu'on a l'habitude de voir les dragons aux côtés des héros, et là, c'est le contraire. Le contraire, effectivement. Oui, bien sûr. En tout cas, voilà. C'est toujours bien de revoir Nia, évidemment. Je trouve que c'est aussi intéressant. Alors, le Spinjitzu est disponible pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. Dr Franks me dit... Alors, c'est assez juste et assez faux, puisque le Spinjitzu s'apprend à partir de quelque chose, d'un élément. Faut savoir que quand tu sais faire le Spinjitzu, tu peux le faire tout le temps, on va dire, et tu peux même faire l'Airjitsu à partir du Spinjitzu et du Spinjitzu interdit et j'en passe. Le truc, c'est que si tu n'as pas de maître, si tu n'as pas d'enseignement, si tu n'as pas tout ça, à part si on est dans le cas de Harin, mais encore une fois, on ne sait pas si c'est vraiment dû à la fusion ou pas, mais je pense que si on n'a pas tout ça, d'ailleurs Maître Lloyd l'a dit, hein, c'est vraiment difficile d'apprendre le Spinjitzu, dans la mesure où il faut un maître et il faut de l'entraînement. Et ben tu peux pas faire du Spinjitzu. Donc dire que le Spinjitzu est disponible pour tout le monde n'est pas forcément vrai. Tout le monde peut apprendre le Spinjitzu à condition qu'il ait l'enseignement qui va avec. Après, c'est dû à la fusion ça, que les trucs échangent. Sans doute. Mais
crois qu'il faut attendre la prochaine saison pour mieux savoir. Ou pour peut-être la Harry. fin, on verra bien. Techniquement, il a appris par imitation des ninjas. Bah, disons que si jamais Arin a appris grâce à l'imitation des ninjas, déjà c'est pas parfait, on l'a vu. Donc pour faire un Spinjitzu parfait, ça ne marche pas, ça c'est sûr, vu la détermination de Arin. Tu peux faire une imitation, mais voilà, c'est montrer que il faut un maître et pas juste regarder des vidéos des ninjas ou les regarder combattre en temps réel. Voilà. Ça expliquerait l'imperfection, tout à fait. Et aussi la nuance qu'il y a avec le vrai Spinjitzu qui n'a pas forcément ce pouvoir de transmettre son pouvoir à un objet. Voilà. Faire ses propres pouvoirs comme Sensei Yang finalement, comme Nineko, comme le maître premier du Spinjitzu lui-même, qui sont des personnages qui ont fait des variantes du Spinjitzu. Toujours très intéressant. Nineko a fait le Kajitsu, Sensei Yang a fait l'Airjitsu, et premier du Spinjitzu, le Spinjitzu interdit en plus du Spinjitzu. Voilà. Et là, c'est Arin qui fait son Spinjitzu à lui. Donc, évidemment, les Kraglings sont très amicaux, ils donnent de la nourriture qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Bon, ils sont moins amicaux avec les dragons, c'est sûr. Et puis, Nya raconte l'histoire, un petit peu comment ça s'est passé avec la fusion, ce qui s'est passé. Elle a fait la rencontre de Kai à un moment, et tout s'est très bien passé. Jusqu'au moment où Kai s'en va un peu loin et ne revient jamais. Il tombe d'une falaise ou quelque chose comme ça. Et voilà. Après, il finit par revenir, pourchassé par des dragons, quand même. Ça me fait bien voir, d'ailleurs. Mais il revient quand même sain et sauf, et il est prêt à combattre aux côtés de ses amis, qu'il retrouve. Donc le combat a lieu, Nya et Sora ont l'air de plutôt bien s'entendre en tant que coéquipières, tout comme Lloyd et Arin. Finalement, les dragons contre-attaquent, enfin, c'est plutôt qui attaquent et les Kraglings contre-attaquent. Puis on a Ryu qui puise la source d'énergie. Non, qui ne puise pas la source d'énergie. Et booste les dragons. Qui gonfle la source d'énergie pour que les dragons consomment et explosent à terme. Donc, explosent de façon figurative dans la mesure où ils perdent toute leur énergie. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que on ne peut pas forcément s'attendre à ce que le dragon prenne parti pour aller combattre ses pairs. Ça montre finalement qu'il y a une question. Notre appartenance ne nous définit pas dans notre action. Ça, c'est un enseignement à en tirer. Et d'ailleurs, ça montre encore une fois la singularité de Ryu vis-à-vis des autres dragons, qui lui est capable de choses que les autres ne sont pas capables de faire a priori. Voilà, mais tout est bien qui finit bien. Les Kraglings reprennent forme. Sauf que le problème, c'est que Sora est tombée de son mecha, son mecha s'est cassé et elle s'en veut beaucoup. Voilà. Très intéressant cet épisode. Un peu filler quand même, pas trop filleresque quand même, parce qu'on est dans un autre cadre, et que cet autre cadre nous montre une nouvelle histoire par rapport à Nya et Kai qui n'apporte pas de nouveautés à proprement parler. Toutefois, on retrouve quand même Nya et Kai, qu'on n'avait pas vu avant, et on voit un petit peu que Sora a des lacunes et que Ryu est capable de beaucoup de choses. C'est très intéressant, évidemment. Épisode suivant, un petit peu dans le même esprit. Les écrivains du destin. Attends, avant de bien sûr, donnez votre avis, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je voulais dire. On voit la vision de Nya après la fusion, où est-ce qu'elle est attirée et tout ça, mais pour le moment, pour Kai, on ne sait pas pour le moment. Il me semble qu'on l'a pas vu. Alors, Kai est revenu, j'ai oublié de le mentionner, mais Kai est revenu déjà rendre visite à Lloyd avant de repartir, et ils se sont battus. Ils se sont abattus, mais je veux dire. Lloyd a cru que c'était un intrus et voilà, ils se sont retrouvés. Ensuite, Kai est reparti pour aller justement chercher les autres. Il a fait la rencontre de Nya et voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Nya a atterri dans le royaume de la folie, Lloyd a atterri dans le monastère, et Kai, on sait qu'il était sur le Bouti, mais on ne sait pas où exactement. Oui, après, encore une fois, on aura le temps de le découvrir peut-être, je ne sais pas, ou peut-être qu'il était pas très loin, parce que pour retrouver son chemin, il faut quand même savoir où on est à partir de ça. Et je pense que s'il était dans un autre royaume, qu'il n'était pas à Ninjago, il n'aurait pas pu retrouver son chemin aussi facilement. Je pense. Enfin, puisque ça faisait même pas quelques semaines, peut-être, je crois, qu'après qu'il ait retrouvé l'œil. Enfin bon. Donc, nous avons cet épisode, les écrivains du destin. Ils atterrissent dans une partie du royaume des nuages qui a été aussi atteint par la fusion.
ils font la rencontre de Phrasia, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, elle s'appelle comment? Je sais plus. Attendez, ah voilà, Euphrasia, oui c'est ouais. Euphrasia. Euphrasia qui est écrivaine du royaume des nuages, qui a un pouvoir élémentaire que nos ninjas découvriront, pendant que le royaume se fait attaquer par des monstres tentaculaires venus d'un autre monde, peut-être d'un autre royaume, peut-être d'ailleurs encore, hein, qui sait. En tout cas, ces monstres attaquent le royaume des nuages, les ninjas tentent de les faire reculer, ils parviennent à les attirer dans leurs failles, et tout a l'air d'être stabilisé jusque-là. Le fait est qu'ils font la rencontre des écrivains, du nouveau maître écrivain, excusez-moi, et que ce maître écrivain a l'air déjà beaucoup plus sympathique que le précédent, dans la mesure où il conseille les ninjas d'aller un petit peu dans la bibliothèque pour se renseigner vis-à-vis de fusion, des tremblements de fusion. Le problème, c'est que ça se passe pas trop comme prévu, vu que les ninjas se font attaquer par des larves, par des sortes de chenilles étranges. Et voilà, c'est ce qui est, et, c'est comme ça. Un retour sur ce passage? Après, par contre, que les ninjas se font battre par des. C'était quoi, des serpents, des araignées? Je sais même Non, plus. c'est des larves, des chenilles qui crachent des toiles d'araignée. C'est assez singulier, mais Ouais. bon après. C'est quelque chose qu'on connaissait pas. Oui, effectivement. Ouais. Après, on avait quand même Nimbus hein, dans la saison 5, c'était peut-être pas mieux. Dans la mesure où il s'est aussi pris au piège, dans une même salle finalement, peut-être pas la même, mais dans une salle assez semblable, et ils se font attaquer comme ça par surprise, alors qu'ils n'ont rien demandé, à part, cette fois, au lieu de parler au maître écrivain, ils ont voulu se renseigner sur les tremblements de fusion. Voilà. Donc par la suite, les ninjas s'en sortiront et combattront de nouveau ces monstres tentaculaires, avec tous leurs pouvoirs élémentaires. Euphrasia se fiche de ce que peut penser ses collègues, ses compères à ce moment-là, et utilise son pouvoir sans se cacher. Ça marche, tous les monstres s'en vont, enfin retournent dans leur monde, et tout est bien qui finit bien. Elle est acceptée par les siens, et c'est très bien. Pendant que Rapton capture des dragons derrière leur dos. Enfin. Alors, Ouais. qu'avez-vous pensé de cet épisode? Allô? J'aurais voulu qu'elle après, vienne directement avec les ninjas. À moi, je sais pas trop ce que j'en pense de si elle est pas venue ou pas. Bah après, ça fait quelqu'un pour protéger au moins les Oui. fusions de ce côté-là. D'ailleurs, on Au a moins. une petite référence à Moro de ce point de vue-là, qui est pour moi très sympathique. Mais effectivement, après, c'est sympa. Enfin, j'aurais bien aimé peut-être en voir un peu plus. Peut-être qu'on la verra à la fin de la saison. Je l'espère. Ou sinon dans la deuxième partie. Pas dans la deuxième partie, mais la deuxième saison, tout simplement. Mais on verra bien. Elle arrive dans le royaume de l'Ave. Ah non, c'est autre chose. Après, la créature à tentacules, il me semble que c'est la proéminente, non? Oui, il y a la prééminente. Créature tentaculaire monoculaire aussi. Très intéressant. Mais effectivement, voilà, moi je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu cette transmission des pouvoirs élémentaires. Dès lors qu'un maître élémentaire meurt, le pouvoir élémentaire voyage un petit peu, on va dire, ou en tout cas est laissé à l'abandon, et il trouve un nouvel hôte. Et cette fois, c'est un écrivain du royaume des nuages. Donc ça montre que les pouvoirs élémentaires ne se limitent pas au royaume de Ninjago, au moins à partir de la fusion. Vous voyez, on aura un autre exemple, mais voilà. Ou alors c'est le fait que le pouvoir élémentaire, enfin que la fusion ait eu lieu, qui a rassemblé tous les royaumes, qui a fait que ce pouvoir élémentaire ait pu trouver un nouvel hôte, puisque les anciens n'ont pas correspondu au profil qui était attendu. Bon, très bon épisode pour moi. En tout cas, pour moi, il n'y a que des bons épisodes dans cette saison de toute façon. Ensuite, nous avons le prochain épisode, soit le 5e, soit le 6e, je crois, ouais. Donc, retour à Imperium. Donc, on commence avec un dragon qui se fait chasser par les griffes d'Imperium, avec Rapton. Ils utilisent un Photak. Voilà, direct. Et Sora explique que le Photak, en fait, c'est de sa faute. Donc ensuite, on a lieu un flashback qui explique l'origine du Photak, ses possibilités. Sora dit par la suite, je m'en veux, donc je vais aller à Imperium pour régler mes bêtises.
Ensuite, on retourne sur le flashback avec Dr. Laro qui invite Sora à retourner, aller dans son labo pour aller visiter et peut-être l'aider, puisque c'est ça qu'elle pense au fond. Et Sora est très déçue puisque elle remarque que Sora, l'autre Sora, faut savoir que Sora avant s'appelait Anna, donc Anna rencontre Sora, pense que Sora est bien traitée, mais Sora n'est pas bien traitée. Donc elle est très déçue et décide de s'en aller. Elle est même désavouée par ses parents, par ses propres parents, c'est quand même assez triste, et décide de se rebeller derrière. Donc plus tard, les ninjas iront à Imperium, dans les sous-sols d'Imperium, dans les égouts d'Imperium, pour aller voir ce qui se passe. Ils trouvent des badges, s'identifient avec des cartes, et changent leur identité pour s'infiltrer dans Imperium. Sauf qu'ils se font très vite découvrir par les gardes, voilà, ce qui les poussera à se séparer. D'un côté, Sora retrouvera Dr. Laro, qui lui demandera de finaliser la conception de ses Photak, de les faire fonctionner tous. Puis Lloyd fera la rencontre d'un nouveau personnage, et ainsi de suite, pendant que Harine est un peu ailleurs. Donc ensuite, nous avons l'épisode suivant. Et avant, qu'avez-vous pensé de cet épisode flashback ? C'était intéressant de voir le passé de Sora qui est en fait Anna. Voilà. Oui, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on parle pas beaucoup d'identité dans cette série. On parle beaucoup de pouvoir, de description, mais jamais d'identité. Et savoir qu'un personnage change son prénom de façon symbolique et singulière amène pour moi une autre dimension à l'histoire, dans la mesure où c'est beaucoup plus touchant, beaucoup plus marquant lorsqu'on voit les deux personnages ensemble, c'est-à-dire Sora et Sora. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Il y a une jonction entre les deux. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien de faire le passé de Sora. Et surtout de voir que, surtout, elle a créé un truc, c'est-à-dire le Photak qui est quand même, on va pas dire, mais surfité, qui prouve qu'elle avait déjà un de ses pouvoirs élémentaires à l'époque, mais elle le savait pas. Je pense qu'on peut dire là-dessus. Et ce qui prouve ça. Après, voilà, elle a quand même créé un truc qui est quand même presque infini, hein. On va pas se mentir, il peut créer tout et n'importe quoi avec ça. Hein. Effectivement. Alors, je pense qu'il y a quand même une limite dans la mesure où tu ne peux pas inventer tout et n'importe quoi, justement, qu'il y a quand même une limite à ça, mais en tout cas, en termes d'indestructibilité, c'est clair qu'il n'y a pas plus indestructible que ça. À moins peut-être les pierres de l'île des ténèbres. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très puissant qui sera très utile par la suite pour les griffes d'Imperium. Enfin, on remarque aussi que Sora est la seule de son royaume qui est contre les autorités. Effectivement. Je pense que ça doit pas être la seule, mais il y en a qui n'osent pas trop. Qui n'osent pas prendre parti, mais je pense que justement l'endoctrinement qui est fait vis-à-vis de cette population d'Imperium est très révélatrice d'une adhésion forcée, peut-être même faussée, parce que je ne pense pas que même si toute la population savait que les dragons étaient maltraités, ils en auraient quelque chose à faire. Tout ça est très hypocrite finalement. Le royaume en lui-même, déjà, ceux qui dirigent ce royaume sont hypocrites, mais la population en elle-même reste aussi hypocrite. Vous voyez ? Donc voilà, on va bien ensemble, quoi. Donc, honnêtement, j'attends le retour de situation de la population vers la reine, je ne sais pas. Je ne pense pas que la population saura ce qui a été fait, ou du moins qu'elle en aura quelque chose à faire, malheureusement. Parce que quand on voit Sora parler à ses parents de ce qui se passe, alors soit ils ne la croient pas, soit ils n'en ont rien à faire. Je penche quand même plutôt vers la deuxième option, malheureusement. Mais bon, on verra bien ce qu'il en sera. Parce que même les admirateurs des griffes d'Imperium qu'on rencontrera par la suite se fichent totalement de l'état des conditions physiques et mentales des dragons. Enfin bref. Justement, parlant de créatures, l'épisode suivant parle de cela. Et on retrouve Harine et Ryu, notamment, en duo. On retrouve un spot publicitaire qui fait l'éloge des griffes d'Imperium, donc très propagandiste, très communiste, totalitaire même, qui montre une vision de chef qui va vers l'avenir et qui veut construire un homme nouveau. Donc tout ça est de la propagande. D'ailleurs, c'est rare de voir de la propagande dans Ninjago, je crois.
Enfin bon, Arin et Ryu tentent de sortir de ce pétrin, qui est la ville d'Imperium, avec un grappin. Ils se cachent dans la poubelle parce qu'ils voient que il y a des personnes peut-être pas très bien intentionnées qui vont faire leur rencontre. Mais voilà. Alors, théorie sur les moines et les voyages dans le temps. Quand il y a des gens du futur, qui vont dans le passé. Les moines pensent que leurs eux du futur font écrire le destin jusqu'au départ des gens du futur. C'est compliqué, Dr. Frange, ce que tu expliques. Ce que je essaie d'expliquer. Bon, par la suite, Arin fait la rencontre justement de ces jeunes, très fans d'Imperium, mais qui sont aussi fans de lui parce qu'il fait une démonstration de combat assez intéressante, une démonstration d'agilité, et il trouve ça très inspirant. Il demande son nom, bien sûr, Arinman, bien sûr. Pendant ce temps, Lloyd voit Brazzera, qui ne connaît pas sous ce nom, pensant d'abord que c'était Kai ou quelque chose comme ça, je ne sais pas qu'il pensait que c'était ça. Enfin bon, voilà. Ses pouvoirs. Oui, je crois que c'était par rapport à ses pouvoirs. Oui, c'est ça, exactement. Puis après, il voit que c'est pas Kai, c'est un autre personnage. Parce que Kai, pendant ce temps-là, rappelons-le, est dans le monastère en train d'essayer d'arrêter les tremblements de fusion. Il a joué aux jeux vidéo. Et en parallèle, il joue aussi aux jeux vidéo. Mais non, d'abord, en fait, il arrête les tremblements de fusion. Après, il va jouer aux jeux vidéo parce qu'il dit c'était fatigant, il faut se reposer. Pendant ce temps, Sora gère les Photak. Pendant ce temps, Lloyd, qui était resté au royaume des nuages, fait ses recherches. Tout le monde fait quelque chose. Nia fait ses recherches. Pendant ce temps, Lloyd et Brazzera font sortir Heatwave de sa cage. Et après, voilà, on a la suite. Et puis Sora qui s'est échappée avec l'autre Sora, puisqu'elle a pu assommer à la fois Dr. Laro et Dorama, s'enfuit et va faire la rencontre de Rapton qui lui dit bon, écoute, on va te laisser tranquille, mais seulement si tu arrives à faire quelque chose avec tes pouvoirs élémentaires. Chose que Sora échoue, évidemment, et Sora se fait capturer par la suite, avant d'être reconduit dans la salle des Photak. Ensuite, Lloyd et Béatrix, non pas du tout, et Brazzera libèrent tous les dragons, et tous les dragons sans exception, voilà, à part évidemment celui qui est au sous-sol d'Imperium, mais voilà, ils arrivent à libérer tout le monde et c'est super cool parce que ils pourront s'envoler avec ces dragons. Tout le monde est content. Pendant ce temps, attends, petit problème. Attends, j'ai un petit problème. Ouais. Attendez, j'ai un petit souci. Ok, c'est bon. Donc pendant ce temps, Arin se fait démasquer par les griffes d'Imperium, enfin par les fans des griffes d'Imperium, je crois qu'ils ont aussi leur nom, parce que Ryu était dans la poubelle, ils ont compris que Ryu était caché, que Arin leur mentait, et voilà, donc il est dans le pétrin. Pendant ce temps, Sora se fait menacer par Raz, que si jamais elle ne remplissait pas la tâche qui lui était demandée, l'autre Sora allait en subir les conséquences. Voilà, donc c'est un ultimatum. Au final, Sora accepte de se rendre et de remplir le projet qui lui était demandé, c'est-à-dire de réaliser une armée de Photak, concrètement. Ce après quoi, Lordra s'arrête de harceler l'autre Sora. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? J'aime pas les gens d'Imperium, voilà. On découvre Après, beaucoup. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'on montre clairement comment les gens d'Imperium sont prêts à tout pour leur plan, quoi. Voilà. Après, on montre aussi que les citoyens, ils veulent se faire remarquer, les citoyens d'Imperium, quand même. Voilà, après, c'était tu un épisode de préparation. On voyait que c'était du teasing pour un épisode plus tard. Oui, bien sûr, c'est sûr. Cliffhanger le montre. Effectivement. Donc, prochain épisode, je serai le danger. Ou je suis le danger, je ne sais plus. Enfin bref, on remarque déjà une ouverture en flashback. En flashback, en truc qui est raconté. Et on voit d'ailleurs Heatwave en train de boire de la lave, normal pour un dragon. Et elle fera la rencontre
Heatwave de une machine qui apportera un enfant. Voilà. Donc cette machine a l'air de venir du futur ou d'un autre monde, ou on ne sait pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette machine qui intervient. Pour ma part, moi je dirais qu'elle vient d'un autre royaume. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas. Parce que pourquoi pas, il y aurait peut-être un monde qui a un style un peu comme Star Wars. D'accord, mais dans ce cas, futuriste, il faudrait expliquer comment la machine a pu voyager d'un royaume à l'autre. Bah peut-être non, parce que la fusion c'était après. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà, ça c'est une question qui peut se poser. Ouais. Enfin. Oui, bon. Voilà. Vous parlez de la machine 12 et Sortizen là? Non. Non, c'est oui, Brasera. Brasia. Ah ouais. Des bébés. Je vois pas trop, mais pour le regarder. Enfin, en tout cas, Brasera sort de cette machine, se fait adopter par Heatwaves, et Heatwaves lui apprend un peu la vie avec cette machine qui lui apprend des mots. Par la suite, Brasera se montrera particulièrement attiré par le feu. Voilà, bon, après, la machine dit de pas trop s'approcher. Puis un soir, de façon tout à fait inattendue, se passe la fusion. Donc la fusion, on sait ce que c'est, hein, c'est la jonction entre les royaumes. Et finalement, à la suite de cette fusion, Brasera va avoir de nouveaux pouvoirs, donc les pouvoirs de feu. A priori, c'est comme ça qu'on les appelle. Encore une fois, c'est pas les pouvoirs de la chaleur, un truc comme ça? C'est un nom qui a été donné, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le feu. Et elle l'utilise de façon assez automatique. Question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la fusion qui a apporté ses pouvoirs, ou est-ce que Brasera avait déjà ses pouvoirs, sachant qu'elle était attirée par le feu auparavant? Ah bah ça, tout est la question. Voilà. Ça pourrait répondre à une question par rapport au pouvoir qu'a Sora. Je ne sais pas. Très intéressant à se poser. Enfin bref. Par la suite, Heatwave se fait capturer par les griffes d'Imperium, ce qui se poussera Brasera à aller à sa poursuite. Elle se fera capturer par la suite. Donc voilà, c'est la fin du flashback. Les dragons s'envolent et tout le monde s'en va. Pendant ce temps, les fans des griffes d'Imperium remarquent que Harim s'est joué de 2 et décident de partir à la poursuite de Ryu. Enfin, du moins pour le chef de la garde. Pendant ce temps, Brasera fonce avec les autres dragons vers la sortie. Sauf que bon, ils n'y arriveront pas. Et après, Béatrix, l'impératrice, demande au docteur Laro l'activation des Photak pour évidemment gérer la crise. Chose qui est faite à la suite. Et voilà. Et donc pendant ce temps, Kai, qui a remarqué des bruits assez étranges pendant qu'il joue aux jeux vidéo, descend du monastère par l'ascenseur, puis trouve un endroit totalement isolé dans lequel il trouve plusieurs tunnels, je crois, ou un tunnel en tout cas, dans lequel se trouve une lueur finalement qui s'apparente à celle peut-être de Maître Wu en fonction de sa voix. Ouais. En tout cas, voilà, je trouve que c'est assez innovant, une sorte d'esprit magique qui intervient dans la série pour essayer de guider un personnage vers un chemin. C'est pas forcément quelque chose qu'on voyait dans Ninjago et c'est toujours marrant, toujours intéressant de voir ça, même si c'est sur des formes assez singulières. Donc voilà. Ensuite, nous avons donc le fan des Griffes d'Imperium qui capture Ryu d'une manière assez inconnue, puisque le passage nous est coupé finalement. Donc il va livrer Ryu auprès de Béatrix, qui sera très ravie de la voir. Pendant ce temps, Anna, Sora, encore une fois, s'échappe en utilisant le Photak pour assommer la scientifique et Dorama. Enfin, Dorama sera électrocuté plutôt. Et pendant ce temps-là, c'est la guerre entre les dragons et les Photak. Voilà. Et quand on dit la guerre, c'est vraiment la guerre. C'est un champ de bataille en tout cas. Assez barbare, assez fort, assez féroce,
qui s'engage entre les personnages. Donc ensuite, pendant ce temps-là, Kai refait la rencontre de Nia, qui pense elle-même être en dessous du royaume des nuages, et lui pense être en dessous du monastère, puisque effectivement, ça ne peut être que l'issue, d'après eux. Sauf qu'en réalité, il se trouve dans totalement autre chose. Jacques, qu'est-ce que vous pensez de cette scène? Quand vous l'avez vue la première fois, qu'avez-vous pensé de cette scène? Quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que ça fout là, ça? Effectivement. Genre, Exactement. Quand je l'ai vu que c'était en dessous du monastère, j'ai dit, ouais, ok, peut-être un nouveau monastère, mais quand j'ai vu que Nia aussi était arrivée du royaume des nuages, j'étais en mode, bah, qu'est-ce qu'il fout? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il Et de l'épisode en lui-même, qu'en avez-vous pensé? Parce que ça se passe beaucoup de choses, hein, finalement, cet épisode. J'en ai pensé que c'était plutôt intéressant qu'on voit, bah voilà, les Photak, comment c'est puissant. On voit vraiment la puissance des Photak, parce que même les pouvoirs élémentaires ne font Pas rien. le poids, mais effectivement. rien. Oui, je suis d'accord. C'est assez intéressant de voir une innovation, une technologique aussi puissante, parce qu'on avait les Nindroïdes, évidemment, mais c'était pas aussi puissant que les Photak ne pouvaient l'être, pas aussi poussé. Même un grand génie comme Cyrus Borg n'a pas fait quelque chose d'aussi poussé que Sora l'a fait en quelques années, quand il était très jeune. Donc bon, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes moyens qui étaient mis à disposition par rapport au royaume de Ninjago, mais ça montre quand même un gros écart entre ce qui peut être fait dans Imperium et ce qui peut être fait à Ninjago. Même si les deux restent très impressionnants quand même. Ah bah, ouais, surtout, bah, après, surtout les pouvoirs de Lloyd qui font même pas une égratignure, genre rien, qui est Lloyd qui a le pouvoir le plus puissant de tous, ça fait rien. Ça fait rien. Effectivement, c'est... Rien. Je ne sais pas si la matière noire qui a pu anéantir les guerriers pierres aurait pu faire quelque chose vis-à-vis des Photak. Ça pourrait être intéressant de le savoir. On va demander à un scénariste. Ensuite, nous avons l'épisode... Je voulais dire que c'était intéressant de voir un peu flashback de Brazera parce que on voit ce qui se passe dans les autres royaumes avant la fusion. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Ça suscite de l'intérêt. Après, voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant que ce soit Sora, Brazera, Arin même, qu'on découvre ces personnages de façon éloignée, hein, chacun, parce que on met pas tous les flashbacks au même endroit. C'est très bien. Je trouve que c'est assez bien équilibré. Et même là, flashback de Lloyd, puisqu'on arrive à l'épisode de la paix intérieure, du calme intérieur. Et donc là, on voit Lloyd, enfant, en train de s'entraîner avec vous, et d'apprendre comment gérer une situation difficile. Il faut finalement trouver la paix intérieure. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant, puisqu'on n'a pas forcément vu les entraînements de Wu avec Lloyd, c'est toujours avec le ninja, généralement. Mais... peut-être pas au début quand ils étaient occupés. Et je trouve que d'un point de vue purement visuel, c'est super beau. Parce que les effets d'eau marchent super bien avec les graphismes. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est une occasion de voir Maître Wu en action. Chose qu'on n'a pas pu voir beaucoup dans cette première partie de saison. Donc c'est toujours bien. Oui. Surtout, on a pu voir encore donc plus. Voilà, Maître Lloyd, Lloyd qui n'est pas encore maître, qui est encore jeune. Pendant ce temps, Béatrix s'affiche devant le Lord Ras avec Ryu. Voilà, elle lui dit de venir. Pendant ce temps, Kai et Nia sont dans le monastère, qui s'appelle le monastère d'Imperium, et regardent une sorte de coffre, une sorte de... de cage en métallique dans laquelle se trouve un personnage. Voilà. Ils essaient de l'activer et voilà, ils réussissent à le faire finalement. Il ressort Zane. Voilà, donc ensuite Béatrix rappelle à l'ordre Lord Ras, parce que Lord Ras a des projets avec Ryu, ce qui ne plaît pas à Béatrix. Puis Lloyd se trouve dans une situation très difficile par rapport aux dragons qui se font martyriser par les Photak. Et de ce fait, c'est embêtant puisque il peut pas faire grand chose. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il trouve la paix intérieure via son enseignement avec Maître Wu et arrive à garder son calme. Pendant ce temps, Sora et Arin observent la situation avec Ryu. Béatrix va sur le champ de bataille. Zane sort enfin de la machine.
machine qui ressemble beaucoup au bras du mécanicien, hein, du lance-flamme du mécanicien. Je sais pas si c'était volontaire. Et Zayn se dit ah mais tiens on peut activer le monastère. Pendant ce temps, Arin et Sora Arin et Sora tombent de leur endroit, tombent devant Dr Laro et son apprenti. D'ailleurs, que pensez-vous de son apprenti? Allô? Oui, on t'entend. Je vous entends pas. Ah, ça m'énerve, je vous entends pas, j'ai un problème. Allô? Attendez. Allô? On t'entend pourtant. Tu l'entends? De casque sûrement, ou peut-être un problème de Discord, on sait pas. Moi aussi, hein. Allô? Le retour. Allô? Ah, je vous entends plus. Ah, J'ai un mince. problème. Je vous entends plus, ça m'énerve. Et c'est la fin du stream. Bon. Je vous invite à écrire peut-être dans le chat parce que là je ne peux plus Et voir chat vos messages, aussi. c'est un peu embêtant. Enfin bref, Dr Laro qui a son apprenti qui a un nom assez, je crois, particulier. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, en tout cas, c'était la rivale de Sora. Et cette rivale veut se venger un petit peu en étant meilleure élève qu'elle. Mais bon, on n'y arrive pas trop, a priori. Et se fait très vite arrêter par Sora. Pendant ce temps, le monastère surgit de la terre. Voilà. Et voilà, donc tout le monde est surpris. Et Zayn en ressort avec Kai et Nia. Donc, dernier épisode, le combat du monastère. Zayn utilise ses pouvoirs contre les Photak. Pendant ce temps, la rivale de Sora raconte un petit peu ce qui s'est passé et lui explique pourquoi elle lui en veut beaucoup. Elle se fait battre, puis Lordras intervient pour prendre place au combat. Kai dit ah bah tiens regardez il y a une sortie, il faut l'activer, sauf que pour l'activer il faut une puissance suffisamment forte pour activer la porte. Finalement Zayn dit ah bah regardez sous terre il y a une force suffisamment forte, puis ils vont en bas après avoir déclenché un passage secret pour aller vers le dragon source qui est très puissant, et Lloyd lui réclame son énergie pour pouvoir activer la porte, ce qu'il accepte, ce qu'il concède, confère le pouvoir d'aller activer la porte. Donc là, Lloyd est transporté dans une phase assez singulière, dans laquelle il se retrouve dans un champ de ruines avec les ninjas qui se sont battus, puis derrière le dragon qui surgit. Voilà. Par la suite, Ryu donne le pouvoir à Sora. Sora utilise son pouvoir pour capturer Raz. Puis Lloyd active la porte. Rapton ouvre la porte de force. Pendant que Sora désactive tous les Photak, les ninjas s'en vont. Béatrix change de cible. Les ninjas retournent au monastère. Et Lloyd parle un peu à Arin pour le réconforter vis-à-vis de la perte de ses parents. Et pendant ce temps-là, Lordras est capturé. Et ça se termine ainsi pour Imperium, avec Béatrix qui est prête à en découdre avec les ninjas. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Le problème c'est que je ne vous entends toujours pas. Allô? Si vous avez un message à envoyer, n'hésitez pas à le faire, à le mettre dans la conférence. Il regarde pas Discord? Donc on ne s'entend plus. Bon, c'est bien triste. Donc je vais devoir mettre un terme à cette réunion, ce fut un plaisir. Merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, et sur ce, à la prochaine pour de nouvelles réunions sur